Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour parler du cinéma français de A à Z. La science-fiction, un genre que nous avons souvent parlé et analysé dans certaines de mes vidéos sur le cinéma français, qui malheureusement ne plaise et ne fonctionne rarement au regard des spectateurs. Peut-être parce que les spectateurs veulent un truc grand spectacle avec des flingues qui font piou-piou. Pas un truc d'auteur chiant que tout le monde va oublier et s'endormir. Piou, refais-moi encore le piou et je te fais avaler ta casquette. Piou, 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 piou. Bon bah si c'est comme ça, nous allons parler d'un film de SF autorisant, juste pour vous faire plaisir. Ne me remerciez pas, bande de petits cons. Donc... Pendant ce temps sur Terre, de Jérémy Clapin. Jérémy Clapin a tout d'abord été professeur de tennis. Attends, quoi? Pour faire en même temps ses études à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à l'ENSAD. Ouh, putain, j'ai eu peur. Et il ira dans la section animation pour ensuite obtenir son diplôme en 1999. Puis il débutera sa carrière tout d'abord en tant que graphiste et illustrateur pour la presse et l'édition, tout en faisant un programme d'échange Erasmus. C'est là qu'en 2004, il trouvera sa première productrice pour produire son premier court-métrage d'animation, Une histoire vertébrale. Un récit où il ne faut pas se faire de torticolis. Je pense que c'était lié à la fois à mon tempérament, parce que j'étais, je pense, assez réservé, timide peut-être. Et du coup, l'animation me permettait de faire des films sans personne. Et cette première œuvre le fortifiera pour sortir son second court-métrage qui se nommera Skyzen, qui lui aura valu beaucoup de nominations et de prix. Ça en sera de même pour son troisième Palmipédarium, pour enfin se pencher sur un long-métrage important en 2019, j'ai nommé J'ai perdu mon corps. De ce film d'une grande beauté et d'un grand humanisme, il aura touché une grande part du public et des critiques en obtenant le Grand Prix Nespresso de la Semaine internationale de la critique. What else? What else? What else? What else? What else? Le prix du public au Festival d'Annecy et le César du meilleur film d'animation ainsi que de la musique pour Dan Levy en 2020. Cette BO me transporte à chaque fois. Ce qui lui permettra de quand même finir sa carrière en étant nominé aux Oscars de 2020 pour la catégorie animation. Mais le prix sera donné à Toy Story 4. Fils de chien! Mais bref, oublions ce détail. Et c'est après un long moment de réflexion qu'il décidera de nous présenter son premier film live en cette année 2024, pendant ce temps sur Terre. Donc arrivera-t-il à nous projeter avec ses personnages réels et hors de l'animation, cette part d'humanité et de différence qui lui sont chères pour avoir un grand moment de cinéma? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Pendant ce temps sur Terre est un voyage sensoriel épatant entre le ciel, la terre, la vie, la mort et l'espace. Jérémy Clapin, pour son premier film en prise de vue réelle, apporte des images assez inédites qui parcourent une sensation électrisante dans mes veines. Ça se voit qu'il vient de l'animation parce que chaque image est découpée comme une BD. Les plans qu'on voit à chaque minute représentent une case bien ordonnée. Rien n'est vide dans l'image. Toute l'histoire est centrée sur Elsa en perte de repère depuis la disparition de son frère qui est parti vers l'infini et l'au-delà de l'espace. Mais une entité cosmique venue d'ailleurs lui donnera le moyen de le retrouver à condition de payer un lourd tribut. Déjà, ce que j'ai trouvé impressionnant, c'est l'importance du sound design et de la musique de Dan Levy pour nous permettre de nous immerger dans ce film. Le poids du bruit nous submerge devant ce métrage. Je n'arrivais plus à cligner des yeux tellement le son avait son importance et qu'il était à son paroxysme pour nous faire ressentir ce moment en apesanteur. Pour moi j'ai besoin de rentrer à l'intérieur d'un personnage ou alors de partir dans l'espace, dans un monde animé. Et sans soutien de la musique, moi j'y crois pas, je suis pas transporté. La musique pour moi elle me transporte, elle fait que la réalité est vue différemment. C'est une musique en plus avec des voix très fortes et tout ça, qui est plutôt verticale et qui nous amène au-dessus, quelque part, dans un truc inaccessible. Et j'ai besoin de cette puissance-là pour
que ça fonctionne, à mon sens. Et on peut aussi s'appuyer sur les voix off de certains personnages pour rallonger l'expérience. Puis la mise en scène est d'une telle magnificence que je suis resté sans voix. Quand tu as pour la direction de la photographie le belge Robrecht Evert, tu peux t'attendre à avoir une colorimétrie quasiment parfaite ou complètement à une extrémité variable. Du pur cinéma. Et même si Clapin réalise un film live, il y a quand même des séquences d'animation pour permettre d'avoir des moments de rêve et de recherche de soi de la protagoniste. Like there is black and white animation, and it's like when you look at the animation in the film, it's not like in the same framing than the live action, so it's a part of something. It's like looking inside a character. So it's for me the inside path of Elsa. Oui, parce que ce qui est rare, c'est que notre Elsa n'a pas d'objectif dans la vie, n'a pas de rêve. Suivre le périple de son frère était le moyen pour elle de rester éveillée. Et peut-être que cet élément déclencheur qui lui permettra de le revoir lui donnera quelque chose à retrouver, le vestige de la vie, du bonheur. À chaque moment du film, elle suit une ligne établie, ordonnée sur son boulot, sa vie monotone, ses objectifs. Et c'est lorsqu'elle changera sa ligne de conduite qu'elle ira vers l'inconnu, qu'elle découvrira un nouveau monde. J'ai raconté l'histoire d'Elsa, une personne qui est entre deux mondes, en fait, qui est entre la Terre et l'espace, et qui vit sur Terre, mais qui est omnubilée par quelque chose qui est parti dans l'espace, et donc le deuil est arrivé à ce moment-là. Je me suis dit que le voyage, fallait l'accepter dans le film à un moment donné, et faire confiance à cette capacité du cinéma d'amener le spectateur dans un autre monde. Et ça passait par l'abandon de certains pans du film. Mais à quel prix? Parce que comme dans J'ai perdu mon corps, il y a une grosse thématique du deuil, de la perte d'une partie du corps, qui sont parsemées pendant tout le métrage, alors que son but est de nous offrir un spectacle saisissant. Puis lorsque l'on voit qu'elle est dans un travail d'infirmière pour aider des personnes âgées qui sont au bord de la fin de vie, il y a un certain paradoxe sur les choix qu'elle fera pour aider son frère. Puis même si le réalisateur dit que c'était inconscient, on peut voir quand même certaines étapes du deuil. Elsa, elle a perdu son frère, mais le corps n'a jamais été retrouvé. Donc c'est cette difficulté de comment on traverse un deuil quand à la fois on a peut-être cette chance que le corps n'ait pas été retrouvé, mais à la fois c'est aussi un poids, parce qu'une fois que le corps du défunt est retrouvé, on peut faire son deuil. Quand le corps est pas retrouvé, c'est très difficile de faire son deuil. Donc on a à la fois l'espoir et le désespoir qui doivent cohabiter dans un seul et même personnage, et ça fait du personnage en fait d'Elsa finalement davantage le fantôme que son frère l'est. Le déni, la colère, le marchandage, la dépression sont là pour enfin compléter sa fin vers l'acceptation. Elle est coincée entre les morts et les vivants. Mais je n'oublie pas que c'est un film de SF qui est assez efficace et que ça se sent qu'il n'avait pas assez les moyens pour faire de grandes choses. De mon point de vue, il a quand même pu, avec le matériel qu'il avait à sa disposition, proposer quelque chose d'ingénieux, d'impactant. Moi, je pars du principe, plus on montre, moins on y croit. Donc j'aime bien j'aime bien que le spectateur s'engage sur ses propres croyances et les construise aussi. Donc, je donne suffisamment d'éléments pour que ça paraisse réel, mais je devais les laisser mystérieuses, en fait, ces créatures, enfin ces extraterrestres-là. Et pour moi, ils sont plus des entités qu'on ne comprend pas vraiment, qu'on essaye toujours de faire résonner à travers notre prisme. Mais en fait, eux, ils sont immortels dans le film. Donc déjà, ils ont peut-être une relation au monde, en tout cas qui est pas du tout la même que nous, vu qu'on va mourir. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent nous échapper par nature. Et je voulais que ça reste mystérieux pour garder aussi, faire que le spectateur soit ouvert ou puisse s'ouvrir à différentes interprétations aussi. On y croit par ses personnages, sa mise en scène quelque peu atmosphérique et cette BO qui nous submerge. La façon dont commence l'histoire me fait étrangement penser au manga Parasite. Sur la connexion de deux êtres dans un même corps. Mais ce n'est peut-être qu'une coïncidence. Et autre chose que j'ai aperçue, c'est l'importance du vert qui est omniprésent entre la nature verdoyante, les bâtiments verdâtres et certains moments de lumière fantomatique. On en trouve même sur les ongles d'Elsa. Quand il y a du vert, c'est souvent pour contraster l'illusion dans laquelle vit la protagoniste, jusqu'à enfin s'en sortir et accepter ses croyances et ses rêves. Regardez ma vidéo sur les sentiers de la perdition. Puis dans ce casting, nous avons Dimitri Doré, Johan Germain-Lemas, Nicolas Aviné, Roman Williams, Catherine Salé, Sophia Le Saffre, Arkady Radef et Sam Lovic. Pour ceux qui le connaissent, il était déjà dans certains films de Bertrand Mandico. Mais celle qui capte toute l'histoire, c'est bien Megan Northam qui offre une performance saisissante. D'un regard à la doux, il y a un truc. Elle perce tout ce qu'elle entrevoit. Les peines, les doutes, la joie, tout est parfaitement bien géré. C'est vrai que c'est un personnage hyper ambigu et je pense que pour construire ce personnage,
Je me suis adaptée aux indications de Jérémy tout au long du tournage. En fait, c'était chaque jour, je découvrais un peu plus sur le personnage. Et du coup, je pense que je me suis jamais arrêtée à une perception du personnage d'Elsa. Donc, à chaque fois, je le remplissais. Je sais pas, je le nourrissais, avec, ce qu'on vivait à travers le tournage. C'est la même chose qui arrive à nous, voyant le film. En fait, oui. C'est ça, parce qu'on on découvre toujours on est toujours surpris. Comme Elsa est surprise, je crois. C'est la même chose. Et je crois qu'elle a un truc hyper, elle est instinctive. Et c'est un film qui est très sensoriel. Donc du coup, je crois que j'ai adapté aussi le caractère du personnage à l'esthétique de Jérémy qui est hyper sensorielle et instinctive. Et du coup, je me suis adaptée à ça. Et je trouve que c'est assez intéressant de découvrir des films où il n'y a pas de tête connue. Cela nous permet d'entrevoir pour chacun d'eux leur jeu et d'avoir envie de les voir dans d'autres projets. Puis il y a un nom de producteur qui m'a surpris, c'est celui de Marc Dupont-Avis, le fondateur de Xilam. Donc c'est dire que ce projet est entre de très bonnes mains et que tout a bien été choisi pour avoir une excursion atmosphérique. Puis dans chacun des films qu'il a produits, il y a souvent eu un mélange entre BD et films qui ont réussi à coexister. Et si on revient sur la musique de Dan Levy, il y a comme une absorption de la gravité pour ressentir toutes les pulsations de ce récit. C'est une approche sidérante remplie de bonnes intentions pour surprendre le spectateur. Et c'est parfaitement bien fait. Le voyage est d'une telle clairvoyance qu'on a envie que ça dure encore un peu plus. Et puis vu que sa fascination est l'espace, Clapin le montre très bien. Effectivement, c'est le point de départ de ce film, c'est cette fascination pour l'espace et le fait que nous, humains, la plupart d'entre nous, on n'ira jamais. Donc on a constamment les yeux tournés vers ça, mais c'est deux mondes qui se côtoient, mais dans lesquels on pourra jamais vraiment naviguer, à part à travers le fantasme ou l'imagination. Et donc et ça m'a fait penser aussi à la relation que peut avoir le présent qui se tourne vers l'avenir ou vers le futur, entre tous ces mondes intérieurs qui regardent aussi l'extérieur, mais tous ces mondes qui se côtoient, qui rentrent en collision finalement, mais qui ne se mélangent jamais. Et en déroulant un petit peu ce fil, j'ai voulu raconter l'histoire de cette jeune femme qui est sur Terre, mais qui est constamment, dont l'esprit est constamment tourné vers l'espace, aussi vers cette immensité-là. Et donc ça m'a amené à construire quelque chose autour de la thématique du deuil et pour rentrer petit à petit dans l'intériorité de ce personnage-là. Et quelque part, le fait de l'immensité de l'espace est quelque chose dans lequel on peut se perdre, mais aussi dans lequel on peut se trouver. Même si je sais que la radicalité du film ne convaincra pas tout le monde, comme certaines décisions d'Elsa, et je peux le comprendre. Ce qui pourra aussi gêner, ce sera sans doute sa fin, qui paraîtra trop soudaine, trop rapide. Ce qui est compréhensible. Mais tout est basé sur le choix que décidera Elsa pour aller de l'avant. Donc pour moi, c'est clairement mon coup de cœur de l'année sur ses thématiques, sa mise en scène, ses personnages et sa BO. C'est un film qui essaye avant tout de transmettre un sentiment, celui de n'appartenir qu'à la moitié du monde. Je ne vous dis pas de foncer tête baissée parce que j'ai aimé, je vous dis juste essayez d'aller vers l'inconnu, essayez de tenter une expérience inédite. Peut-être que ça vous plaira ou non. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner. Il nous en faut encore 4. Allez vous faire foutre! Si tu devais sacrifier 4 personnes pour faire revenir ton frère, tu choisirais qui? Je te trouve bizarre en ce moment. Vous avez pas le droit, putain! Il est temps, Elsa.